Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va passer à la section numéro 2. En continuant nos cours, nous allons aborder le cours numéro 4. Allons-y. La section numéro 2, c'est une introduction théorique. Elle contient les éléments suivants. Activité économique, activité de production, activité d'échange, activité de distribution, activité de consommation, activité d'épargne, activité d'investissement et type de marché, ou bien ce qu'on appelle les structures de marché. Le plan du cours numéro 4 va comporter la production, l'échange et la distribution. On commence par l'activité économique. Donc, qu'est-ce qu'une activité économique? Une activité économique est un processus qui, à partir d'un tronc, conduit à la fabrication d'un bien ou à la mise à la disposition d'un service. Donc, on peut définir l'activité économique comme toute forme par laquelle un bien ou un service est produit, intermédié et ou vendu pour satisfaire un besoin ou un désir. C'est-à-dire que l'activité économique est toute activité dont l'objectif est de couvrir un besoin ou bien un désir. Qu'il s'agisse de produire, d'intermédier ou de vendre un bien ou un service. De plus, toutes les activités dont le but n'est pas le profit sont également incluses par origine. En donnant un exemple d'activité économique, serait la location d'un appartement dont nous sommes propriétaires puisque nous proposons ou bien nous vendons un service au locataire. D'accord? Maintenant, on va définir la production. Donc, qu'est-ce que c'est que la production? La production est une activité exercée sous le contrôle, la responsabilité et la gestion d'une unité institutionnelle qui combine des ressources en main-d'œuvre, capital et biens et services pour fabriquer des biens ou fournir des services. Donc la production, c'est le nerf de capitalisme. La production est une activité économique exploitant les ressources du travail et du capital. Appelée facteur de production, dans le but de réaliser des biens et services à partir de consommation intermédiaire. Ça veut dire biens ou services achetés à d'autres entreprises puis transformés. D'accord? Donc cette activité s'exerce dans une unité institutionnelle de type entreprise ou bien administration ou bien encore une association. D'accord? Donc, on distingue traditionnellement deux types de production. La production marchande et la production non marchande. Donc, quelle est la différence entre ces deux? La production marchande est essentiellement
réalisée par les entreprises privées. Donc, elle est destinée à être vendue sur un marché en tant que produit fini. On parle alors de production marchande simple, ou bien que marchandise, comme la production marchande capitaliste. La production non marchande est le fruit de l'activité des associations à but non lucratif ou bien des administrations publiques. Comment? Parce qu'elle fournit des biens ou des services gratuits ou dont le prix de vente est inférieur à la moitié du coût de production. Donc, c'est ça la différence entre un produit marchand et un produit non marchand. D'accord? Alors, quels sont les facteurs de production? On les a déjà vus, mais on va les répéter pour mieux comprendre. On a plusieurs facteurs de production. Donc, aujourd'hui, j'ai cité 4 facteurs. On a le capital, le travail, la terre et la technologie. Donc, on a 3 types de capital. Le capital financier, le capital comptable et le capital technique. Donc, je vais les expliquer un par un. Premièrement, le capital financier. Donc, c'est le pluriel, c'est des capitaux. C'est une source de financement, comme par exemple l'argent disponible, les prêts, etc. Deuxièmement, on a le capital comptable. Argent apporté par les associés au moment de la création de l'entreprise. Troisièmement, le capital technique, ou bien ce qu'on appelle le capital fixe, et on l'appelle aussi l'investissement. Ce sont tous les biens durables nécessaires à la production. Je vais citer quelques-uns. Les machines, les équipements, les chaînes de montage, etc. Donc tout ce qui est investissement ou bien capital fixe. Donc, le capital désigne tous les actifs productifs fabriqués par l'homme et utilisés pour faire progresser la production. Donc ces biens productifs ne sont pas désirés pour eux-mêmes. Ça veut dire la satisfaction qu'ils procurent, mais parce qu'ils contribuent à produire d'autres marchandises. Donc, pour mieux apprécier cet intrant de la production, nous le classons en 2 formes, le bien capital et le fonds capital. Donc, le premier comprend des éléments tels que les outils, les équipements, les bâtiments, les aménagements, les moyens de transport, ainsi que les matières premières en cours de fabrication et les stocks destinés à la vente. Et le fonds de capital, quant à lui, désigne l'argent ou les liquidités disponibles pour être investis dans les entreprises commerciales. Donc, il peut prendre la forme d'actions, de parts, de prêts, de débentures, la rémunération des intérêts du capital. D'accord? Donc, c'est ça le facteur de production nommé capital.
Maintenant, on va passer au deuxième facteur de production, le travail. Donc, c'est quoi le travail? Ou bien la force de travail? La force de travail nécessaire à l'activité de production. Donc, c'est l'ensemble de quoi? L'ensemble des employés qui se trouvent au sein de l'entreprise. D'accord? Donc, c'est ça le travail, ou bien la force de travail. Donc, parmi les quatre facteurs de production, on a le travail et ainsi que d'autres facteurs qui possèdent une plus grande importance dans une économie. Donc, ils désignent les efforts humains, tant mentaux que physiques, dirigés vers la production de biens et services. Donc, il convient de noter que le travail est distinct dans la mesure où ce sont les services du travail qui sont achetés et vendus et non le travail lui-même. Alors, le travail est également unique dans la mesure où il est la raison pour laquelle les activités économiques ont lieu. L'offre de travail dans une économie est une mesure du nombre d'heures de travail qui sont offertes à des fautes de salaire données sur une période déterminée. La récompense du travail est nommée salaire. Donc, lorsqu'on travaille, on va avoir quoi? Un salaire. En anglais, wage. Donc, dans les systèmes économiques, la croissance est déterminée par la taille et la qualité de la main-d'œuvre, ou bien la force de travail disponible. Si la quantité de main-d'œuvre est limitée, ou bien si un pays contient un plus grand pourcentage de main-d'œuvre non qualifiée, alors le potentiel de croissance économique est réduit et vice-versa. D'accord? Maintenant, on va passer au troisième facteur de production, la terre. Donc, c'est quoi la terre? Ou bien ce qu'on appelle les ressources naturelles. Donc, on peut citer l'eau, le vent, le soleil, mais aussi l'ensemble des ressources du sous-sol et végétal. Ça veut dire le sol. Donc, tout cela, ce sont des ressources naturelles ou bien ce qu'on appelle la terre. On considère que la terre désigne l'ensemble des ressources naturelles sur lesquelles l'homme a le pouvoir de disposer et qui peuvent être utilisées pour créer des biens et aussi pour dégager un revenu. La terre comprend les terres agricoles, les terrains à bâtir, les forêts, les rivières, les lacs et les gisements minéraux. Donc, l'offre totale de terre dans le monde est limitée, bien que l'offre de terre pour plus d'un usage particulier ne soit pas fixe. Ainsi, par exemple, on peut planter plus de maïs au détriment du blé. Alternativement, plus de terres peuvent être allouées aux bâtiments au détriment des terres agricoles. Le drainage, l'irrigation et les engrais peuvent augmenter la surface des terres cultivées. Autant qu'intrant de la production, la récompense de la terre est un loyer. La terre est donc un élément essentiel de la production. Elle est cependant limitée, comme indiqué précédemment, ainsi que les ressources qui s'y trouvent. En effet,
Les réglementations gouvernementales empêchent les gens de revendiquer quoi que ce soit pour eux-mêmes, car si cela devait arriver, il n'y aurait alors pas assez de ressources pour tout le monde. Cela signifie que les économies doivent utiliser soigneusement les ressources de la terre en créant un mélange d'utilisation naturelle et industrielle. De cette façon, elles peuvent améliorer les processus de production pour transformer les ressources naturelles en biens de consommation. Maintenant, on va passer au dernier facteur de production, ce qu'on appelle la technologie. Donc, selon la terminologie de la technologie, on en déduit qu'elle comporte les machines, les outils, le matériel de transport, etc. Donc, tout ce qui est machine. D'accord? C'est ça la technologie. Maintenant, on va passer au calcul de production. Donc, on a trois méthodes pour calculer la production. Donc, on a le chiffre d'affaires. Donc, son abréviation c'est CA. On a le VA, c'est l'abréviation de la valeur ajoutée. Et on a le PIB qu'on a déjà vu. Donc, c'est l'abréviation de quoi? De le produit intérieur brut. Donc, on va les détailler maintenant. Premièrement, le chiffre d'affaires. C'est quoi un chiffre d'affaires? Ou bien ce qu'on appelle le CA. Le chiffre d'affaires correspond au produit du volume des ventes par le prix unitaire hors taxe. Donc, on doit faire quoi? La multiplication. Donc, je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on a une entreprise qui vend 1000 biens ou bien 1000 produits à 1000 € l'unité. Donc, on aura un CA ou bien un chiffre d'affaires de comment? On doit multiplier 1000 biens et 1000 €. Donc, ça va nous donner 1 million d'euros. D'accord? C'est comme ça qu'on calcule le chiffre d'affaires. Mais c'est hors taxe, d'accord? La taxe n'est pas incluse là. Donc, le chiffre d'affaires représente le montant des affaires hors taxe réalisé par une unité statistique, par exemple une entreprise, une unité légale, etc., avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle normale et courante. Donc, il correspond à la somme des ventes de marchandises, de produits fabriqués, de prestations de services et des produits des activités annexes. Mais là, on a une remarque. Le chiffre d'affaires témoigne du volume d'affaires généré par l'activité courante de l'entreprise et permet ainsi d'en apprécier la dimension. Cependant, pour mesurer l'activité d'une entreprise ou d'un secteur et effectuer des comparaisons, le chiffre d'affaires n'est pas toujours un indicateur significatif. Pourquoi? Parce qu'il peut inclure ou non des achats pour la revente et des sous-traitances selon le mode de comptabilisation retenu.
Donc, c'est ça le problème, ou bien ce qu'on appelle les inconvénients du chiffre d'affaires. Deuxièmement, on va définir la valeur ajoutée, ou bien le VA. Donc, c'est quoi une valeur ajoutée? Donc, elle se définit comme la création de richesse par une organisation. Comment on peut calculer le VA? Donc, elle se calcule en faisant la différence entre le CA. Donc, on a vu le CA, c'est le chiffre d'affaires. Entre le CA et la valeur des biens consommés pour le réaliser. Donc, la règle de calcul est comme la suite. Donc, on a le VA reçoit le CA moins les coûts directs du processus productif. Donc, je vous ai donné un exemple pour mieux comprendre. Donc, par exemple, le lait qui entre dans la fabrication de yaourt correspond à un coût direct. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, on doit faire la soustraction, d'accord? Et non pas la multiplication. Donc, la valeur ajoutée est la valeur supplémentaire d'un bien ou d'un service en provenance d'un tiers créé grâce à l'activité d'une entreprise. Ça veut dire au travail. C'est donc un indicateur économique de la création de richesse, de quoi? De l'entreprise. Elle sert notamment de base au calcul de la TVA et à la mesure du PIB, le produit intérieur brut d'un pays. Donc, c'est ça la valeur ajoutée. Mais il faut savoir quelque chose. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le bénéfice et la valeur ajoutée. Donc, quelle est cette différence? Si la valeur ajoutée est la valeur additionnelle apportée à un bien ou service grâce à l'activité d'une entreprise, le bénéfice est quant à lui le profit réalisé par l'entreprise. Plus précisément, il s'agit de ce qui lui reste de la richesse qu'elle a générée après avoir réglé ses différentes charges et constitué ses provisions. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre bénéfice et valeur ajoutée. Et maintenant, on va voir comment calculer le PIB. Donc, c'est quoi le PIB? C'est l'abréviation du produit intérieur brut. Donc, il correspond à quoi? Il correspond à la somme des valeurs ajoutées créées au sein d'un pays. Donc, on calcule la valeur ajoutée pour chaque entreprise. Ensuite, on fait quoi? On fait l'addition. D'accord? La somme. La somme des valeurs ajoutées de chaque entreprise au sein d'un pays. Augmenter des impôts. Alors, après avoir fait l'addition entre les VA des entreprises, on ajoute quoi? Les impôts. Moins les subventions sur les produits. Donc, après, on fait la soustraction des subventions sur les produits. Donc, vous connaissez les subventions. Donc, c'est l'État qui offre les subventions aux entreprises. D'accord? Pour améliorer le pouvoir d'achat des individus, etc. On le définit comme la mesure de la création de richesse d'un pays. Donc, c'est comme ça qu'on calcule
le PIB ou bien le produit intérieur brut. Donc le produit intérieur brut au prix du marché vise à mesurer la richesse créée par tous les agents, privés et publics, sur un territoire national pendant une période donnée. Agrégat clé de la comptabilité nationale. Il représente le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes. Donc, le PIB au prix du marché peut être mesuré de trois façons. Selon l'optique de la production, en faisant la somme des valeurs ajoutées de toutes les activités de la production, de biens et de services, et en ajoutant les impôts, moins les subventions sur les produits. Selon l'optique des dépenses, en faisant la somme de toutes les dépenses finales consacrées à la consommation ou à l'accroissement de la richesse, en y ajoutant les exportations moins les importations de biens et services. Et selon l'optique du revenu, en faisant la somme de tous les revenus obtenus dans le processus de production de biens et de services. Revenus salariaux, excédent brut d'exploitation et revenus mixtes. Et en ajoutant les impôts sur la production et les importations, moins les subventions. Alors, on va passer à l'échange. Donc, c'est une activité économique. C'est quoi l'échange? Ce sont les échanges entre les agents économiques. Donc, on sait qu'est-ce que ça veut dire un agent économique. Donc, on a cité dans les cours précédents les entreprises ou bien les producteurs, les individus ou bien ce qu'on appelle les ménages, et on a l'État ou bien les administrations publiques. Donc, ce sont les agents économiques. Donc, entre les agents économiques qui permettent à chacun d'obtenir les biens et services qu'ils n'ont pas pu produire en raison de leur spécialisation. D'accord? Donc, c'est ça l'échange. Donc, l'échange se passe entre les agents économiques. Donc, on a deux formes d'échange. On a le troc et on a la monnaie. Donc, on va définir ou bien on va détailler un par un. Premièrement, on va expliquer le troc. Donc, c'est quoi la notion de troc? Le troc désigne l'échange de marchandises contre les marchandises. D'accord? Donc, cette modalité d'échange ne fonctionne qu'à certaines conditions et se caractérise par les coûts élevés. D'accord? Donc, le troc, on fait l'échange entre les produits ou bien entre les biens et les services. Par exemple, comme je vous ai donné le cours précédent, je crois, l'exemple du vendeur des manteaux. Donc, il fait l'échange avec qui? Avec celui qui vend, par exemple, les montres, comme par exemple. D'accord? Donc, il a besoin d'une montre, donc il fait l'échange avec le vendeur qui vend des montres. D'accord? Donc, c'est ça le troc. Donc, le troc est tout simplement un échange de biens ou de services en remplaçant d'un paiement officiel.
C'est un système utilisé depuis très longtemps, bien avant l'utilisation des pièces et des billets. Il tire d'ailleurs son nom des trocs, le coquillage, contenant de la nacre qui était utilisée comme monnaie d'échange. D'accord? Donc c'est ça le troc. Donc il consiste à donner un bien ou fournir un service en échange d'un autre bien ou d'un autre service, sans payer quoi que ce soit. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un individu peut céder un vélo devenu trop petit contre l'entretien de son jardin. Ce principe se développe d'autant plus que la situation économique est difficile, chacun est trouvant un avantage. Mais le troc peut aussi concerner les échanges internationaux. C'est le cas, par exemple, quand une devise n'est pas convertible. La livraison d'une usine clé en main peut ainsi se faire en contrepartie d'une production de pétrole. D'accord? Donc ça, c'est un exemple concernant le troc. Deuxièmement, on va expliquer la monnaie. Donc, la monnaie est une forme d'échange. Elle simplifie l'échange entre deux parties, le vendeur bien sûr et l'acheteur. Donc, elle possède un pouvoir libératoire instantané, ce qui signifie que l'on peut obtenir un bien ou un service immédiatement en payant avec de la monnaie. Donc, c'est ça l'échange à travers la monnaie. Alors, la monnaie est tellement présente dans nos économies qu'il paraît simple de la définir dans une première approche par ses fonctions et son utilité. Un bien constitue de la monnaie si et seulement si il sert d'intermédiaire général dans les échanges, de réserve de valeur et d'unité de mesure. Les fonctions de la monnaie sont donc en nombre de trois et ces distinctions avaient déjà été opérées par les philosophes grecs dès l'Antiquité. Donc, la monnaie est l'instrument des transactions. Dans une économie de troc, les biens s'échangent directement contre d'autres biens. Par exemple, un litre de lait équivaut à 6 œufs. En revanche, dans une économie monétaire, la monnaie sert d'intermédiaire dans les échanges. Ainsi, si l'on possède 50 euros, on peut les échanger contre n'importe quel bien en vente sur le territoire, à condition que le prix ne dépasse pas les 50 euros. On parle du phénomène de double coïncidence des besoins. La monnaie est une créance sur l'économie, dans la mesure où elle permet d'acquérir tous les biens disponibles. La monnaie peut être échangée contre n'importe quel bien et c'est pour cette raison que la liquidité est dite parfaite. La monnaie est aussi une unité de compte et a une fonction de numération. Elle a été introduite pour exprimer la commensurabilité des produits ou bien des objets d'échange. Elle sert à évaluer les biens et les services échangés et les revenus versés. Grâce à la monnaie, il est possible d'évaluer la valeur relative des différents biens.
car le prix de ces derniers est exprimé à l'aide de la monnaie. Donc, c'est la monnaie ici, l'euro, qui permet d'établir cette comparaison de la valeur des différents biens. La monnaie joue le rôle de mesure et elle est cette référence à laquelle il est possible de comparer tous les autres biens. On parle de numéraire pour désigner cette fois de dénombrement. Enfin, la monnaie est une réserve de valeur, car au lieu de dépenser immédiatement la monnaie dont on dispose, on peut décider de l'utiliser ultérieurement. Elle a une fonction de réserve de valeur parce qu'elle permet de transférer du pouvoir d'achat dans le temps et constitue à ce titre une partie des avoirs des agents économiques. Ils conservent de la monnaie pour des motifs de précaution, de transaction ou éviter les pertes en capital sur des biens dont la valeur peut baisser. L'idée de réserve intervient dès que l'on observe que les opérations d'échange sont disjointes dans le temps. Donc, quel est le rôle essentiel de la monnaie? On va présenter la fonction de la monnaie. Donc, le rôle essentiel dans les échanges, on peut trouver trois fonctions de la monnaie. Premièrement, instrument d'échange. Deuxièmement, étalon de valeur. Et troisièmement, réserve de valeur. On va commencer par l'instrument d'échange. Donc, à quoi ça sert? Il sert à éviter le troc. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Étalon de valeur, c'est pour permettre de comparer deux produits différents, pour faire l'arbitrage. Et troisièmement, on a le réserve de valeur. Il sert à quoi? Donc, il sert à faire entrer la notion de temps dans le calcul économique. Alors, après avoir défini les formes d'échange, le troc et la monnaie, maintenant on va aborder le lieu d'échange. Donc, c'est quoi le lieu d'échange? C'est le marché. Donc, le marché est le lieu des échanges. Donc, c'est quoi le marché? C'est un lieu où se déroulent des échanges entre les agents économiques ou bien entre les vendeurs et les acheteurs. Donc, il existe autant de marchés qu'il existe de biens et services à échanger. Au titre d'exemple, le marché de l'automobile, le marché des lecteurs de musique, le marché des voyages, etc. Donc, comment peut-on définir le marché? Donc, pour l'économiste, le marché est défini comme le lieu de rencontre des vendeurs et des acheteurs de biens et de services, ou de la confrontation entre l'offre et de la demande va naître le prix d'échange. Pour les spécialistes du marketing, le marché est constitué par l'ensemble des personnes ou organisations qui consomment ou sont susceptibles de consommer le ou les produits fabriqués par l'entreprise. Pour se positionner en marketing sur un marché, l'entreprise va analyser d'une part
L'offre, c'est-à-dire les concurrents déjà présents sur les marchés et les produits qu'ils proposent. Donc, on dit les concurrents ou bien on dit les producteurs, d'accord? Ou bien les entreprises. Et d'une autre part, la demande, c'est-à-dire les clients et ceux qui sont susceptibles de les influencer, les besoins des consommateurs et les comportements d'achat. D'accord? Donc c'est ça la définition du marché. Il faut savoir qu'on peut classifier les marchés. Il n'existe pas un, mais plusieurs marchés qui peuvent être classés selon des critères différents, tels que, donc j'ai cité quelques critères, la destination du produit. Par exemple, marché des biens de consommation ou bien des biens de production, etc. La nature physique du produit. Par exemple, marché industriel, agricole, etc. La périodicité. Par exemple, marché saisonnier ou permanent. Le degré de développement du marché. Marché nouveau, marché porteur, en croissance, marché saturé, etc. Et finalement, on a l'étendue géographique, par exemple local, régional, national, européen, international, etc. Donc, c'est comme ça qu'on fait la classification des marchés. Maintenant, on va passer à la structure du marché ou bien ce qu'on appelle les types du marché. Donc, on a quatre types. Premièrement, le marché parfaitement concurrentiel. Deuxièmement, la concurrence monopolistique. Troisièmement, l'oligopole. Et quatrièmement, le monopole. D'accord? Donc, je vais les expliquer un par un. Donc, on va expliquer ces types de marchés ou bien la structure de chaque marché. Premièrement, le monopole. Il se caractérise par la présence d'un seul offreur et d'une multitude de demandeurs, comme c'est démontré dans la photo. L'oligopole met en relation un petit nombre d'offreurs et une multitude de demandeurs. En situation de concurrence ou bien concurrence parfaite, un grand nombre d'offreurs et de demandeurs sont présents sur le marché, comme vous le voyez. Et en situation de concurrence monopolistique, de nombreux offreurs sont présents, mais vendent des produits différenciés et difficilement substituables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ne peut pas remplacer ces produits-là. D'accord? Il n'y a pas de substitut. Premièrement, on va commencer par la concurrence. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'un marché de concurrence? Donc, en situation de concurrence, un grand nombre d'offreurs et de demandeurs sont présents sur le marché. Donc, on dit l'offreur ou bien on dit aussi le vendeur et on dit le demandeur, ça veut dire l'acheteur, d'accord? Donc, on a plusieurs vendeurs et en parallèle, on a plusieurs acheteurs ou bien consommateurs. D'accord? Donc, c'est ça la concurrence.
Donc, en général, on peut dire qu'il existe deux types de structures de marché, celle de la concurrence parfaite et celle de la concurrence imparfaite. On commence par la compétition parfaite, ou bien ce qu'on appelle la concurrence parfaite. Donc, c'est une situation irréaliste où les conditions suivantes sont remplies. Premièrement, il existe un grand nombre de fournisseurs et de demandeurs qui sont des preneurs de prix, c'est-à-dire qu'aucun d'entre eux en particulier n'a le pouvoir d'influencer sur les prix. Donc, comment on peut définir les prix? Ce n'est pas le vendeur qui peut les définir, mais c'est la force de l'offre et de la demande. D'accord? L'offre et la demande, c'est à travers ces deux-là que les prix sont définis et même les quantités optimum. D'accord? Deuxièmement, le produit est homogène. Il n'est donc pas possible de différencier la marchandise d'un concurrent d'un autre. Donc ça veut dire qu'il y a des substituts. Le produit est remplaçable. On peut le remplacer par un autre produit pareil. D'accord? C'est ça l'homogénéité. Troisièmement, une information parfaite, ce qui signifie que les consommateurs disposent de données précises sur le produit et les enchérisseurs pouvant choisir n'importe lequel d'entre eux. Quatrièmement, les frais de transaction, qui sont ceux encourus pour effectuer l'échange, sont très faibles. D'accord? Donc les frais de transaction sont faibles. Ils ne sont pas élevés. Et finalement, il n'y a pas de barrière à l'entrée ou à la sortie des concurrents du marché. Donc le vendeur peut entrer facilement au marché. D'accord? Et même il peut sortir facilement. C'est ça la concurrence ou bien la compétition parfaite. Deuxièmement, le monopole. Donc, c'est quoi ce type de marché? Le monopole se caractérise par la présence d'un seul offreur ou bien d'un seul vendeur et d'une multitude de demandeurs. Donc, comme on l'a déjà vu dans la photo précédente, donc on a à peu près trois demandeurs. En parallèle, on a un seul offreur. D'accord? Donc c'est ça le monopole. Deuxièmement, on va passer au monopole. Donc, ce type de marché se caractérise par le fait qu'il y a plusieurs acheteurs, mais un seul vendeur qui a un plus grand pouvoir de négociation. Ainsi, les faits suivants sont donnés. Premièrement, le monopoleur fixe un prix plus élevé et une quantité fournie plus faible par rapport à la concurrence parfaite. D'accord? Donc la quantité est faible et le nombre d'acheteurs est élevé. Deuxièmement, une perte de bien-être est générée. On a déjà parlé du bien-être du consommateur. C'est parce qu'il y a des consommateurs qui sont prêts à payer un prix supérieur au coût de production, mais inférieur au taux imposé par le monopoleur. Par conséquent, ils n'achètent pas le produit. Donc ce type de marché va toucher le bien-être du consommateur.
Et troisièmement, il n'y a pas de produit de substitution. Ça veut dire c'est un produit ou bien c'est un bien irremplaçable. On ne peut pas le remplacer avec un autre produit ou service. C'est-à-dire que le demandeur ne peut acheter qu'au seul enchérisseur. D'accord? Donc c'est ça le marché qui s'appelle le monopole. Troisièmement, l'oligopole. Donc c'est quoi l'oligopole? Donc l'oligopole met en relation un petit nombre d'offreurs et une multitude de demandeurs. Donc, comment traduire cette définition? Donc, on a plusieurs demandeurs ou bien acheteurs. En parallèle, on a quelques offreurs ou bien quelques vendeurs. Et dans la photo qu'on l'a déjà vue, donc il montre trois. Donc, c'est à titre d'exemple. C'est pas en réalité on a trois. C'est des exemples. C'est juste des exemples pour expliquer. Donc, l'oligopole, on a trois, par exemple, offreurs, et on a, par exemple, une dizaine ou bien plus de demandeurs. D'accord? Donc, c'est ça l'oligopole. On passe ou bien à l'oligopole. Alors là, peu de producteurs sont en concurrence sur le marché, mais les acheteurs sont nombreux. Présentons les caractéristiques suivantes. Premièrement, les vendeurs ont plus de pouvoir de négociation que les pléons. Mais la situation n'est pas aussi inégale que dans un monopole. Deuxièmement, l'un des concurrents peut être plus expérimenté ou plus grand. Il sera appelé leader. Leader, ça vient du mot leadership. D'accord? Et ces décisions détermineront les mouvements effectués par les autres enchérisseurs. Donc le leader a une prise de décision. Il faut que sa décision soit optimum, d'accord? Soit efficace, efficiente. C'est ça le leader. Troisièmement, ce qu'un vendeur décide affectera les autres et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a une interdépendance. Donc, c'est ça l'oligopole. D'accord? Et quatrièmement, on a la concurrence monopolistique. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? En situation de concurrence monopolistique, de nombreux offreurs sont présents, mais vendent des produits différenciés et difficilement substituables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces produits-là sont, ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas remplaçables. D'accord? On ne peut pas faire l'arbitrage entre ces produits-là parce qu'ils sont différents. D'accord? C'est ça l'astuce du marché de la concurrence monopolistique. Et finalement, on a la concurrence monopolistique. Les concurrents cherchent à se différencier compte tenu de ces conditions. Premièrement, le produit n'est pas homogène. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que l'homogénéité, ça veut dire que le premier produit ressemble au deuxième et le deuxième ressemble au troisième et c'est comme ça que ça se passe. Mais
le produit n'est pas homogène, ça veut dire il n'y a pas de substitut. On ne peut pas le remplacer. D'accord? Deuxièmement, chaque soumissionnaire vise à se spécialiser dans un créneau de marché différent. D'accord? Et troisièmement, en se distinguant les uns des autres, les concurrents gagnants en pouvoir de négociation. Ainsi, ils n'ont pas à accepter les prix comme en concurrence parfaite. Donc c'est ça la structure économique du marché et le segment du marché. Alors, maintenant, on va aborder le troisième ou bien la troisième activité économique, ce qu'on appelle la distribution. Donc, c'est quoi la distribution? C'est l'ensemble des fonctions prises en charge par des organisations ou bien des entreprises spécialisées. Qu'est-ce que ça veut dire spécialisée? Ça veut dire chacune a sa propre spécialité de production, bien sûr, qui permettent la mise à disposition des produits ou services pour l'acheteur final. D'accord? Donc, ce sont des fonctions qui permettent de mettre à disposition les produits ou bien les services pour l'acheteur final ou bien pour le consommateur final. Donc, c'est ça la distribution. Donc, la distribution est l'ensemble des opérations et des circuits qui mettent un produit à la disposition des acheteurs. Elle consiste donc à acheminer le bon produit au bon endroit, au bon moment. Les choix en matière de distribution relèvent de décisions stratégiques d'une importance capitale pour le producteur. Ils doivent être en cohérence avec les autres variables du plan du marchéage. Ils dépendent de nombreux paramètres tels que les ressources mobilisables par l'entreprise et ses objectifs, le positionnement, etc. D'accord? La distribution d'une entreprise s'analyse donc en fonction du ou des canaux de distribution et des unités commerciales retenues, mais aussi de la stratégie de distribution mise en œuvre. Elle nécessite également une supply chain entre producteurs et distributeurs et une coopération renforcée. Donc c'est ça la distribution ou bien les modes de distribution. On va clôturer ce cours par les étapes de distribution ou bien ce qu'on appelle les canaux de distribution. C'est quoi un canal de distribution? Donc, on a trois types de canaux. Le canal direct, le canal court et le canal long. Premièrement, le canal direct. Donc, c'est quoi le canal direct? Le producteur vend directement son produit au client final, sans intermédiaire. D'accord? Donc, le premier vend au deuxième. On n'a que deux, vendeur et acheteur. Deuxièmement, le canal court. Un intermédiaire s'intercale entre le producteur et le consommateur. Le premier vend le produit au deuxième et le deuxième vend ce produit au troisième. C'est ça l'intermédiaire. C'est le deuxième qui fait l'achat. Troisièmement, le canal long.
Le circuit comporte au moins deux intermédiaires. Ça veut dire, le premier vend le produit au deuxième, le deuxième vend le produit au troisième, et etc. D'accord? C'est ça le canal long. Donc, un canal de distribution permet d'acheminer un produit du producteur au consommateur, soit directement, soit par le biais d'intermédiaires qui peuvent être plus ou moins nombreux. Donc, un canal de distribution est le chemin parcouru par le produit du producteur au consommateur. Donc, comme on l'a déjà dit, il existe trois canaux de distribution. Canal direct, canal court et canal long. On va commencer par le canal direct. Donc, le canal direct, comme on l'a déjà dit, il désigne un mode de vente direct entre le producteur et le consommateur. Il permet une meilleure connaissance des besoins des clients. Donc là, on peut inclure le marketing parce qu'il y a une relation entre clients et vendeurs. Des services personnalisés pour les clients et une marge plus importante car pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Mais il implique la nécessité de stocker la marchandise, la gestion financière et organisationnelle d'un point de vente physique ou virtuel qui peut freiner le développement des points de vente. D'accord? Donc, c'est ça la définition du canal direct. Relation entre consommateur et producteur. Maintenant, on passe au canal court. Donc, un canal court est un canal de distribution indirect ne comportant qu'un intermédiaire, distributeur ou détaillant, entre le producteur et le consommateur. Donc, le canal court, il comprend un distributeur, un détaillant et le consommateur final. Il y a un intermédiaire, un seul intermédiaire. L'utilisation d'un canal court permet généralement de réduire le coût global de distribution, notamment lorsque la distribution s'opère dans un périmètre local par rapport au lieu de production. Il offre des marges importantes car un seul intermédiaire est présent entre l'offreur et le client et permet ainsi une meilleure connaissance du marché. Cependant, les contraintes de stockage sont importantes et le producteur perd son autonomie car le producteur dépend du distributeur. Alors là, le canal direct, il y a un producteur et un consommateur ou bien l'acheteur final. Et le canal court, il y a le distributeur ou bien le producteur, il y a l'intermédiaire ou bien le détaillant et il y a quoi? Il y a le consommateur final. Maintenant, et on va clôturer le cours avec le canal long. Donc, c'est quoi le canal long? C'est un canal de distribution indirecte, comprenant au moins deux intermédiaires, grossistes plus détaillants, par exemple, entre le producteur et le consommateur. D'accord? Donc, on a producteur, grossiste, détaillant, consommateur. Plus de 4 intervenants. Donc, il facilite le développement commercial grâce à une réduction de l'équipe de vente, une couverture géographique plus importante, tout en transférant le stockage aux intermédiaires.
Mais le producteur a une connaissance moins précise du marché car peu de contact avec les clients et dépendant des grossistes, subit éventuellement une pression sur les prix et les marges s'y vend en grande distribution et doit promouvoir les produits auprès des grossistes et des détaillants. Alors là, il faut inclure les techniques du marketing, d'accord? Alors, comment choisir le canal de distribution? Le choix du canal va se faire en fonction notamment des caractéristiques du produit et de la stratégie de distribution retenue. Des fabricants vont opter pour la distribution directe afin de créer un lien privilégié avec leurs clients, afin de leur faire vivre une expérience unique ou propre à l'enseigne. Prestations sur mesure par exemple, de maîtriser leur image et l'augmenter ou bien augmenter leur chiffre d'affaires. En outre, cette forme de distribution est incontournable pour les produits techniques qui nécessitent des conseils d'utilisation et ou des adaptations. Le canal direct offre, lui, un réseau de distribution plus rapide à mettre en œuvre et dispense de producteurs des frais liés à l'exploitation d'un point de vente. Il éloigne cependant le consommateur de la marque et nécessite des compétences logistiques poussées ainsi qu'une collaboration avec les distributeurs. L'entreprise peut avoir plusieurs canaux de distribution, physiques et ou virtuels. C'est ce qu'on appelle le circuit de distribution. Donc, c'est quoi un circuit de distribution? C'est l'ensemble des canaux de distribution, physiques et virtuels, impliqués dans le processus de commercialisation du producteur au consommateur d'un produit.